Salut les geeks, quoi de neuf dans le tube du comics pas frais? On voit ça maintenant. Vous vous souvenez de quelque chose, il est arrivé. B-O-B-Z-O-M-B, mon nom à moi c'est Bob Zombie, oui tu l'as deviné. Bienvenue mes petits poussinés à ce nouveau mag déjanté avec au programme aujourd'hui l'intégrale Panini consacrée à Warlock avec une couverture qui, je l'espère, ne me vaudra pas d'ennui avec YouTube car la position jambes écartées du Playboy de Mykonos laisse penser qu'il est en train de tester le plus gros tampon du monde. Avouez quand même que la position est assez équivoque, vous ne trouvez pas? Oui. Bon, je vous l'accorde, on est encore loin de ce que peut faire Van Damme. Petit regard de Van Damme à la fin, c'est assez crépi, hein, vous ne trouvez pas? Oui. Ouais bah critique pas Van Damme, hein. T'es même pas capable de faire comme lui. Ça c'est sûr que j'ai pas une tête à souffler dans les trous. Puis on enchaînera avec un album de Luc de 1984 appelé La proie du chasseur qui sent bon la nostalgie et la chaussette humide. Laissez-vous guider dans ce voyage temporel avec joie, souvenirs et poire à lavement. Allez, envoyez le bousin. Cette semaine, mes petits farfalets velus et compactés, j'ai mis la main sur cette intégrale Panini consacrée à Warlock. En joie. L'intégrale d'un fort beau gabarit présente les épisodes où il est apparu pour la première fois dans les années 69 à 74. En France, tire ses aventures dans les années 70 c'était aussi galère qu'un toucher rectal. Et cet album nous apporte enfin la lumière au bout du tunnel. Adam Warlock est la création génétique d'un groupe de scientifiques dissidents nommé l'Enclave, autant dire des personnes à caractère chelou. Warlock était le prototype de ce qu'ils espéraient être une armée invincible avec laquelle ils prévoyaient de conquérir le monde. Mais à l'abri de son cocon, aussi informe que Gérard Larcher, l'homme artificiel a entendu le projet de ses créateurs et lorsqu'il a émergé, il s'est rebellé, détruit leur base et il a choisi de mener l'existence qu'il avait envie d'avoir en faisant vœu d'humblerie, comme on le dit dans le Médoc, associé à une obédience alimentaire sans gluten. Je vous raconte tout ça parce que justement l'origine de Warlock n'apparaît pas dans cet album Panini, pourtant censé regrouper toutes les premières histoires. Je trouve que c'est nul comme le Brésil, parce qu'on m'avait dit tu verras le Brésil c'est bien mais en fait c'est nul. Et on ne s'étonne plus quand on voit qu'à l'arrière du bouquin, ils n'ont même pas été capables d'écrire Marvel première correctement. Baltringue. Ainsi donc sa première apparition publiée dans le Fantastic Four 66 et 67, datant de 1967, n'est pas présentée ici. Ah! Les lecteurs des éditions Luc ont pu lire cet épisode dans l'album numéro 6 des Fantastiques, appelé La Citadelle, durant le premier trimestre 1975. Vous étiez pas nés les filles, hein? Et l'intégrale Panini choisit de commencer la compile, hein, on dit compile, ça fait jaune, des premiers épisodes de Warlock. Alors quand Stanley et Kirby créent lui, en 1967, car cet homme artificiel est appelé lui au début, ils ne s'attendent pas à ce qu'il ait du succès. Ils ne savent pas non plus quoi faire de ce personnage lorsqu'ils le remettent en scène en 1969 dans les deux épisodes de Mighty Thor, qui nous sont proposés d'ailleurs dans l'intégrale. Ce sont les épisodes 165 et 166 de juin et juillet 1969, et que les Français ont pu lire chez Haredi Artima en 1979 dans Thor, fils d'Odin numéro 4. Voyez comme je vous présente ici cet album avec ostentation et mépris du faible, comme on le dirait dans les milieux gauchistes. Les dessins ont une beauté fanée, comme celle que tu trouves aujourd'hui chez les MILF. Ah bah ça c'est un chouette trait d'esprit. Lui combat Thor et s'éprend de Dame Sif avec ses Putain de grosses jambes. En fait, quand on lit les épisodes entre 1969 et 1973, on se rend compte que Warlock est un anti-héros blanc cis-hétéro qui se cherche et qui ne sait pas trop où il va, comme ses auteurs d'ailleurs. C'est véritablement Roy Thomas et Jill Kane qui réinventent ce personnage au début des années 70. L'histoire dit que Roy Thomas s'inspire de l'opéra rock Jésus-Christ Superstar, très en vogue alors, pour créer une nouvelle bande dessinée. C'était la mode à l'époque. Il réutilise lui, tombé en désuétude, et demande à Jill Kane de l'aider. Ce dernier dessine sa version de Warlock en ajoutant un éclair sur sa poitrine, comme sur le costume du Captain Marvel de Fawcett. Vous savez, le Shazam, vous le connaissez? Non. Il place une gemme sur son front, comme celle que possède Vision chez les Vengeurs, et enfin Jill Kane baptise lui Adam, et le personnage est prêt à apparaître dans les deux premiers épisodes du Marvel première en avril et mai 1972. C'est pas difficile avec Homo. Stanley est d'accord pour que Adam apparaisse dans cette anthologie, mais il décide d'ajouter sur la couverture du Marvel première le pouvoir de Warlock, craignant que les lecteurs soient induits en erreur par le nom du héros, qui fait quand même penser à un magicien, alors qu'à l'époque les comics de magie sont hyper ringards et sans succès, comme l'idée de passer ses vacances à Baison-la-Forêt. Les lecteurs français ont pu lire ces deux premiers Marvel premières dans Étrange Aventure 35 et 36 en juillet et août 1974. Thomas part avec l'idée que Warlock est une créature messianique, désireuse de sauver le monde, comme le surfeur d'argent par exemple. Mais avec Warlock, il va beaucoup plus loin
loin et il transforme symboliquement son héros en un nouveau Jésus-Christ, entouré de disciples et luttant contre Satan, ici l'homme bête assez Freckylus Boob, qui veut corrompre le monde. Et alors, les images reprises à l'imagerie chrétienne sont foison. Non mais j'ai jamais vu autant de fois le Christ représenté en croix. Non mais regardez-moi ça. Bon, et puis les références aux personnages beatniks de Jésus-Christ Superstar, eh ben il y en a plein. Montrez ça à vos darons, ça leur rappellera leurs années humides. Pour donner naissance à cet affrontement messianique, Thomas veut avoir le champ libre et il va transporter Warlock dans un autre monde, une seconde Terre en orbite, de l'autre côté du Soleil. C'est vrai? Incroyable, hein? Incroyable. C'est le maître de l'évolution qu'il a créé à partir d'un fragment de roche de la Terre originale. Il l'a fait évoluer, mais il n'a pas prévu l'intervention de l'homme bête qui va corrompre cette Terre, appelée Contre-Terre, en introduisant la violence, le meurtre, Coca-Cola, les uniformes Hugo Boss et les cravaches. Un petit peu comme Caïn et Abel sur notre Terre. Mais Warlock est là pour lui mettre les amygdales en place, et c'est ce qui se passe dans les pages du Marvel Première. Thomas devient alors rédacteur en chef et ne peut plus écrire les aventures de Warlock. Après 2 épisodes de Marvel Première, Warlock obtient sa propre série, écrite par Mike Friedrich. Gil Kane est remplacé par Bob Brown, dont les dessins sont quelquefois caca. Caca. Et c'est ainsi que cet album Panini nous propose des Warlock 1 à 8 allant de août 72 à octobre 73. Il y a des choses bien marrantes dans ces histoires, puisque sur la Contre-Terre, Red Richards est un monstre dégueulasse, les 4 Fantastiques n'ont pas leur pouvoir et sont aussi charismatiques que des animateurs de camping en Picardie. Jen est resté dans le coma après le crash de leur vaisseau, et le Docteur Fataliste est un mec au toucher un peu précieux, sympa, sensible, qui endosse le rôle de Red Richards, une sorte de Essie. Et c'est assez sympa à lire et loin d'être cliniquement con. En tout cas, les vieux lecteurs des années 70 ont pu lire les épisodes de la série Warlock 1 à 8 de façon bordélique dans Étrange Aventure. Je me suis cassé le cul à tous vous les retrouver et bordel que ça m'a pris la tête. Mais voyez plutôt. C'est vraiment bordélique, hein, comme à leur habitude chez Haredi. Tenter de suivre la saga est aussi chiant que d'écouter du André Rieu. Pour en revenir à la série Warlock, eh ben elle ne marche pas bien. Le succès n'est pas au rendez-vous et sa publication s'arrête au numéro 8. Stan Lee avait dit à ce sujet... je sais plus. Quelques mois plus tard, Roy Thomas confiait à Jerry Conway la tâche de conclure la saga inachevée dans les pages de l'Incredible Hulk 176 à 178, datant de juin et août 1974, vu en France dans la collection Gamma 9 et 10 en 1980. Et ainsi se termine la première phase de la carrière de Warlock, qui connaîtra une nouvelle renaissance dans les années 70 avec Jim Starlin, mais ça, c'est une autre histoire. Alors que dire de cette intégrale, mais chérie, cet album Panini, dont la cover est aussi dure que Marie, ravira les fans du blondinet cosmique. Loin d'être un extrait de tristesse concentrée, les aventures de Warlock sont plaisantes à lire. En tout cas, c'est un peu plus plaisant que le journal d'Anne Frank. Car pour ceux qui ont envie de voir les origines du blondinet et sa recherche d'identité, l'album est une bonne compile, on dit une compile, des premières histoires qui avaient été si éparpillées dans les années 70 dans les revues Haredi. Donc sans nous faire mousser la bière, cet album reste un incontournable à avoir pour les fans de Warlock. J'en profite pour faire une partie remerciement car j'ai encore été gâté ces derniers jours avec des cadeaux de Jones qui semblent m'apprécier puisqu'ils m'ont offert ce bel ouvrage de Hulk et cette figurine choupinette de Deadpool. Merci beaucoup les Jones, ça me fait vraiment plaisir. J'ai reçu également ce Marvel Team Up numéro 46 avec Spider-Man et Deathstroke de la part de mon petit frère youtubeur Les Comics de Fred qui m'a fait énormément plaisir. Merci à toi frangin et bisous sur ton crâne que tu te laisses pousser au-dessus de ta charmante barbichette. Enfin une meuf que je connais de très près, mais alors vraiment de très près, a trouvé ça sur une brocante et me l'a donné ignorant ce que c'était. C'est le Speedé numéro 17 avec le premier numéro des X-Men en couleur, non massacré par le remontage de Luke et sans le lettrage pourri de chez Haredi. Ça me fait super plaisir de lire enfin une version non pourrie de la première histoire des X-Men et rien que pour ça, toi bel enfant qui m'a offert cette revue, je te fais un gros bisou tendre et sensuel là où tu aimes bien. Mais enfin ça va pas! Et là vous allez me demander qu'est-ce que je fous la tête à l'envers? Oui. Eh bien sachez qu'il est important dans la vie de savoir se repositionner. Allez, envoyez la suite. Aujourd'hui mes petits farfadets poilus et covidés, on va parler du 21e album de l'Araignée publié chez Lug en avril 1984, intitulé La Proie du Chasseur. Il s'agit d'une compilation des Amazing Spider-Man 47 à 49, datant d'avril à juin 1967, écrite par Stan Lee et dessinée par John Romita Sr. John! L'album est l'occasion de nous offrir 2 vilains dans un seul album pour péter le stick à l'araignée, j'ai nommé Kraven, le chasseur et le vautour. Bon alors je le vous dis tout de suite, bande de moules gratinées, je n'ai jamais aimé le chasseur. Pour tout dire, je ne comprends pas vraiment l'attrait des lecteurs pour ce type en collant et en pantoufles. Apparu dans l'Amazing Spider-Man numéro 15 en août 1964, Kraven est le croisement entre Tarzan et les fameux chasseurs d'animaux sauvages tels que Clive Beatty et Frank Buck. Son véritable nom est Sergei Kravinov et c'est le demi-frère du caméléon.
Beaucoup de lecteurs aiment ce bolos, pas moi. Mais je ne king-shame pas sur ma chaîne, et preuve en est, je parle de ce personnage dans cette vidéo, alors commencez pas à dérouler un thread sur Twitter et buvez de l'eau. Dans la première partie de cet album d'à fort beau gabarit, Spider-Man affronte Kraven, qui est vénère de s'être fait reluire l'usine à Suchard après la mort apparente du bouffon vert. Et le chasseur s'en prend à celui qui a servi d'intermédiaire, Norman Osborn, qui n'est autre que le bouffon vert devenu amnésique. L'histoire n'est pas bancale avec ce Norman amnésique qui joue les victimes, ne sachant plus qui il est, et il se fait bolosser par Kraven sans vraiment moufter. Et puis l'histoire revient sur le vautour. Le criminel est mourant et décide de passer le costume à un successeur digne de sa perfidie. On assiste donc à la naissance d'un nouveau vautour en la personne de Blackie Drago, un gars fier comme s'il avait un bar tabac et bien plus méchant que le premier vautour. Apparemment l'appellation de Blackie était un surnom commun de la pègre à l'époque. Ah bon? On pouvait le voir dans de nombreux vieux films, de gangsters, des émissions de télévision, ou même dans des vieilles bandes dessinées de Batman. Dans les années 40, l'unité B de Columbia Pictures a produit une longue série de films avec le célèbre acteur Chester Morris dans le Boston Blackie Roll. Il s'agit d'un spécialiste du défonçage de coffres-forts et voleur de bijoux devenu détective qui a vu le jour dans les années 1910 sous forme de nouvelles par Jack Boyle, un journaliste né à Chicago qui a conçu le personnage pour la première fois alors qu'il purgeait lui-même une peine de prison pour faux chèques. Ah bah oui, j'ai fait des recherches. C'est très professionnel. Bah de rien ma gueule. Mais revenons à nos moutons sans zoophilie particulière. Plus perfide que l'ancien vautour, Blackie a entubé son aîné pour le forcer à lui révéler la cachette de son costume. C'est un sale con! Épuisé par la maladie, le Vioc révèle l'emplacement de son costume à Blackie. Malgré le fait qu'il se soit fait pigeonner, le vautour semble résigné à mourir. Il y a bien longtemps qu'il ne se penche plus pour ramasser son amour-propre qui gît du verbe gésir sur le sol. Il se dit que Drago est un homme digne de poursuivre son héritage. Et pendant ce temps-là, nous assistons au déboire physique de Peter Parker, et donc d'un Spider-Man malade et peu efficace face à Kraven, qui lui pète le stick, tout comme le nouveau vautour. L'araignée finit get down on the floor, pour ne pas dire ramassing on the floor. Et la proie du chasseur se termine avec la troisième partie de cet arc où Kraven et le vautour entre en scène. Péteux et orgueilleux comme un homme politique, Kraven n'apprécie pas la concurrence et le comportement cavalier sans cheval. Le cheval, c'est génial! Du nouveau vautour et veut lui apprendre qui est le boss. Spider-Man, convalescent, affronte finalement les deux bolosses dans un épisode qui déchire sa race. C'est plaisant à lire. En plus des bastons incroyables, Stan Lee remet une couche sur la vie privée de Peter qu'on connaît par cœur, tiraillé entre les deux meufs qui lui mettent le kiki tout dur. Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. C'est une véritable guéguerre entre Gwen et Mary Jane qui redouble d'efforts pour pratiquer avec Peter de la dégustation mutuelle goulayante. Gwen prend par exemple la coupe de cheveux de Mary Jane pour séduire Peter, alors que la Roukmout tape l'incruste dans les soirées où est Gwen pour lui marcher sur les plates-bandes. Sans parler de la battle sur le dance floor entre les deux pépés. C'est avec plaisir qu'on retrouve l'inoxydable Tante May et l'incroyable trou de cul qu'est J. Jonah Jameson avec sa mauvaise foi. L'histoire de Flash Thompson allant au Vietnam est aussi originale, car bien qu'Iron Man, Captain America ou Thor soient allés casser du Viet, En plus, c'est du racisme. c'est la première fois qu'un personnage humain ordinaire était envoyé au casse-pied. L'épisode est encore une fois un savoureux mélange entre récits de super-héros et de méchants, fidèles à leur credo et autres valeurs qu'ils défendent, genre gauche dans ta gueule et droite dans ta face, et vie intime des personnages normaux qui ont fait le succès de la série et dont Stan Lee est l'habile artisan. Y a pas à dire, il savait écrire des intrigues dignes d'intérêt. Ça, c'est ton opinion personnelle. Le graphisme de John Romita livre des planches agréables à regarder. Bien entendu, les trous de cul sans talent et sans esprit créatif d'aujourd'hui diront que c'est ringard, vintage et vieux. Et bref, tout ça pour dire que dans le contexte des années 1960, ces dessins ont de la gueule. Précise ta pensée. C'est vrai que certaines scènes font kitsch, comme par exemple la scène de la danse qui fait très beatnik et coloré, mais il y a pas de quoi en démouler une terrine, et ces épisodes font bien partie du style classique et swag qui passe crème des aventures de l'araignée, C'était la mode à l'époque. tous supérieurs au jambon du même nom. Un bon album qui saura se faire apprécier des vieux geeks boomers et autres générations X issus des milieux interlopes dédiés au consumérisme. Voilà mes piou-piou, ce mag est maintenant terminé, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à le regarder que j'en ai eu à le préparer. Merci pour votre fidélité, votre soutien me fait autant de bien qu'une poire à laver. Il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, le 12 février, vous pourrez me retrouver en live avec mes deux compères, Détubescent et Freaky Luce Boob, que sont la Taverne de Luc et les comics de Fred. On va célébrer le bon vieux temps comme des boomers, et on chantera la nostalgie pour ne pas dire la vie. C'est le 12 février sur la chaîne de la Taverne de Luc, et ça sera avec Fredo des comics de Fred. On devrait se toucher le tralala, en compagnie du maître de cérémonie Camille. Sur ce, bisous poilu, n'achetez pas chinois, on se retrouve tout bientôt, c'était Bob Zombie dans le tube, salut les gros! Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute. Abdel Dafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Oui.